Alors on va pas se mentir, si j'étais ChatGPT ou GPT-4, je serais très vexé parce qu'on entend partout que ChatGPT, GPT-4 est devenu complètement stupide, il est devenu feignant, il est devenu moins performant. Alors est-ce la vérité? Eh bien vous allez voir dans cette vidéo que non, ChatGPT n'est pas devenu plus stupide, il est juste devenu plus exigeant et il a changé d'objectif. Et vous clairement, si vous n'adaptez pas vos pratiques à tout ça, eh bien oui, vous aurez l'impression d'une baisse de performance. Clairement, les réponses que vous obtiendrez sur ChatGPT seront moins qualitatives. Alors, je vais vous expliquer tout ça et on va naturellement voir comment vous pouvez vous adapter pour continuer de tirer profit de ChatGPT. Mais avant de lancer cette vidéo, on va tout simplement lui demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Tout le monde dit que tu es devenu débile, alors tu en dis quoi? Eh bien, il nous dit qu'il est constamment en train d'évoluer et de s'améliorer grâce aux retours et aux données. On reviendra d'ailleurs sur ce point très spécifique dans la vidéo. Ma performance dépend de la façon dont je suis utilisé et des questions qui me sont posées. Et là, vous commencez à avoir une brique de réponse. Mais revenons un petit peu sur ce qui a mis le feu aux poudres. Cette vidéo de Micode sur la chaîne Underscore qui a annoncé haut et fort: ChatGPT est devenu mauvais sur la miniature, GPT-4 devient débile. Et clairement Micode, je sais pas ce qui t'a pris, mais tu me rends la vie très difficile à chaque fois que je fais une conférence, à chaque fois que je fais une formation. Ces derniers jours, j'ai la remarque: ChatGPT est devenu débile, est-ce qu'on doit continuer de l'utiliser? Et c'est vrai que quand vous regardez la vidéo, eh bien c'est pas exactement ce qui est dit, mais on va décrypter tout ça ensemble et cette vidéo est un petit peu ma réponse à Micode. Mais vous allez voir, on est quand même aligné sur beaucoup de choses. Plutôt que la vidéo de Micode, il y a eu aussi beaucoup de remarques sur les réseaux sociaux, sur internet, qui se plaignent des performances de ChatGPT et de GPT-4. Vous avez là un article sous les yeux, il y en a des milliers. Si vous tapez ça sur Google, je vous mettrai le lien de toutes les sources que je présente ici dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller regarder ça tranquillement. Et il y a notamment des tableaux comme celui que vous avez à l'écran qui jugent les performances des modèles de langage et qui les classent aussi selon leur performance. Et donc ce que vous pouvez commencer à remarquer juste ici, eh bien c'est qu'il y a une petite incohérence. Regardez bien, vous avez en premier le GPT-4 Turbo, le dernier modèle de GPT-4, donc ça c'est assez logique qu'il soit en tête. Mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe derrière, vous remarquez que le GPT-4 0314, qui signifie que c'est la version GPT-4 du 14 mars, c'est la date en fait que vous avez à la fin, eh bien il est devant, plus performant que le GPT-4 0613, donc du 13 juin, qui est plus récent. Et si vous regardez un petit peu, cette inadéquation, ce paradoxe, ne concerne pas qu'OpenAI. Vous avez aussi le cas avec Claude, dont la version 1 est a priori plus performante que la version 2.0, qui est elle-même plus performante que la version Claude 2.1, ce qui signifie que Claude serait lui aussi de plus en plus débile. Et ça, évidemment, ça pose question. Alors, comment est réalisé ce classement? Eh bien, il est réalisé selon un score qui s'appelle l'Arena Elo. L'Arena Elo, c'est tout simplement un indicateur qui est dérivé du classement Elo que vous pouvez avoir aux échecs. Quand vous jouez des parties d'échecs, eh bien vous gagnez des points Elo et vous avez un classement Elo qui indique derrière finalement votre évolution et votre niveau de performance. Eh bien c'est pareil pour les modèles de langage. Ce qu'on fait, c'est qu'on les met en compétition sur différentes tâches. On vote et en fonction du nombre de votes, on va avoir des vainqueurs, on va avoir des perdants. Les gagnants vont gagner des points Elo, les perdants vont en perdre et à la fin, on a ce classement juste ici. Donc voilà pour un petit peu ce qui a mis le feu aux poudres et qui a commencé un petit peu cette vague de critiques sur ChatGPT et GPT-4. Mais quand on s'intéresse un petit peu plus en profondeur au sujet, on va voir que ce n'est pas du tout le cas. Concrètement, le gros problème avec lequel doit composer OpenAI aujourd'hui pour ChatGPT, GPT-4 et même GPT 3.5, eh bien c'est une problématique de ressources. J'en parle notamment dans cette vidéo sur l'affaire Sam Altman que vous
vous avez à l'écran et qui sera en lien dans la description, je suis assez convaincu que Sam Altman a été débarqué en partie pour cette problématique de ressources, puisqu'il était très pressé de sortir de nouvelles fonctionnalités et d'acquérir de nouveaux utilisateurs, mais le problème c'est qu'OpenAI n'était peut-être pas structuré derrière, n'avait peut-être pas les infrastructures suffisantes pour accueillir ce volume d'utilisateurs et proposer au public ces fonctionnalités. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les actualités de ChatGPT ces 12 derniers mois, eh bien vous pouvez remarquer différentes choses. Déjà ici, vous avez un tableau notant l'évolution du nombre d'utilisateurs de ChatGPT à travers le monde. Et si on regarde fin 2022, même janvier 2023, nous étions à 600 millions d'utilisateurs et en fin d'année 2023, eh bien il y en avait tout simplement 3 fois plus puisqu'on passait la barre du 1,5 milliard d'utilisateurs en moins d'un an. C'est juste historique, c'est un record dans la vie d'Internet, que ce soit pour des réseaux sociaux ou n'importe quelle plateforme. ChatGPT a eu une croissance incroyable. L'autre problématique que nous avons, je viens de l'expliquer à l'instant, vous le savez maintenant si vous utilisez ChatGPT régulièrement, notamment via son abonnement, et si vous suivez régulièrement la chaîne, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent constamment. DALL-E pour générer des images, ça demande des ressources. La connexion Internet, ça demande des ressources supplémentaires. La fonctionnalité Analysis pour travailler différents formats de fichiers, partager des PDF, partager des fichiers Excel, les analyser, les interpréter, etc. Tout ça demande des ressources, et si on regarde un petit peu du coup ce qui se passe du côté d'OpenAI, eh bien c'est qu'en fait ils n'arrivent pas à suivre. Vous l'avez vu sans doute en fin d'année 2024, pour ces problématiques de ressources manquantes, eh bien OpenAI a été obligé de mettre en pause la possibilité de s'abonner à ChatGPT+ pour profiter de GPT-4 et de ses nouvelles fonctionnalités. C'est désormais réglé, mais ça a existé et ça existe quand même assez fréquemment depuis la sortie de GPT-4. Et l'autre problématique qu'on peut rencontrer, et moi je le vois juste régulièrement sur la chaîne en commentaire, beaucoup des nouvelles fonctionnalités sont en déploiement progressif, et donc quand une nouvelle fonctionnalité sort sur ChatGPT, eh bien il y a des utilisateurs qui doivent attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour y accéder. C'est notamment le cas actuellement, comme vous le voyez à l'écran, je reçois des commentaires quand même assez souvent de personnes qui n'ont toujours pas accès au GPT Store, qui est pourtant sorti officiellement il y a une quinzaine de jours. Moi j'y ai accès depuis le début, mais beaucoup d'entre vous n'y ont toujours pas accès. Et bien ça c'est lié au manque de ressources et donc à la stratégie de déploiement progressif d'OpenAI. OpenAI aujourd'hui doit vraiment optimiser la manière dont il exploite ses ressources, et donc ça peut aussi se ressentir dans les performances de ChatGPT. Une des hypothèses qui a été émise dans la vidéo de Micode sur la chaîne Underscore, eh bien c'est ce qu'on appelle de manière très barbare la quantisation. La quantisation, c'est quoi? C'est une stratégie, une technique qui vise à réduire la taille d'un modèle de langage. Aujourd'hui, les modèles GPT 3.5 et surtout GPT 4 contiennent des milliards et des milliards de paramètres. Donc ils sont lourds, et donc les ressources qui sont nécessaires pour les exploiter sont énormes également. Eh bien, la volonté de beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, et notamment OpenAI avec ChatGPT et GPT-4, eh bien, c'est d'essayer de réduire la taille de ces modèles de langage pour qu'ils soient du coup plus simple à exploiter, qu'il soit aussi moins coûteux à exploiter. Et donc la quantisation vise à réduire drastiquement le nombre de paramètres d'un modèle de langage. Si je fais du coup un petit passage par ChatGPT pour nous demander de nous expliquer avec une analogie très simple, compréhensible par un enfant de 10 ans, pour qu'on y voit clair sur cet aspect de quantisation, eh bien il nous dit qu'on pourrait prendre l'analogie d'une boîte de crayons. Supposons que nous avons une boîte de 100 crayons de couleurs qui nous permettent de dessiner. Cette boîte, elle est quand même assez conséquente et elle peut être difficile à transporter. Eh bien, la quantisation, c'est comme si une personne arrivait à réduire la taille de cette boîte de crayons pour contenir uniquement 10 crayons, mais contenir les 10 crayons, j'allais dire, choisis de la manière la plus intelligente possible pour continuer de dessiner de manière optimale. On va en fait supprimer 90 des crayons qui sont finalement les moins importants pour
continuer à atteindre nos objectifs. Eh bien, c'est ça la quantisation. Le truc, c'est que selon les méthodes qui sont utilisées pour réduire la taille des modèles de langage, eh bien, il est possible qu'il y ait des baisses de performance, qu'il y ait des baisses de précision dans le traitement des demandes des utilisateurs, et ça, forcément, ça peut se ressentir du côté de ChatGPT. Et en fait, ce qu'il se passe depuis quelques mois à maintenant, eh bien, c'est qu'en fait, on va se rendre compte qu'on a été très mal habitué. Mais pour comprendre ça, eh bien, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les modèles de langage comme GPT-4 notamment. Il faut voir ça un petit peu comme de l'autocomplétion, ce que vous avez en fait dans les moteurs de recherche quand vous allez commencer à taper un mot. Vous le voyez à l'écran, si je tape le mot autocomplétion, eh bien derrière, Google va me proposer d'autres mots pour compléter ma recherche. Eh bien, ChatGPT fonctionne un petit peu de la même manière. Quand vous lui faites une demande, comme par exemple celle que vous avez à l'écran, il ne réfléchit pas à la demande en tant que telle, mais en fait, il va analyser les mots qu'on lui a partagés pour prédire les mots les plus probables qui doivent intervenir après notre demande. C'est le même principe que l'autocomplétion. Et donc, la problématique qu'on va avoir, c'est que si votre demande ici, elle n'est pas optimisée, eh bien derrière, ChatGPT va devoir mobiliser beaucoup de ressources pour la comprendre et l'interpréter afin de vous apporter la meilleure réponse possible. Et quand je dis qu'on a été très mal habitué, eh bien c'est qu'au tout début de ChatGPT, il y a encore 6 mois, 1 an, ChatGPT avait beaucoup de ressources pour interpréter nos demandes et donc arriver à nous apporter des résultats qualitatifs. Aujourd'hui, il attribue moins de ressources à l'interprétation de votre demande et c'est la raison pour laquelle on peut trouver qu'il est feignant. Regardez un petit peu ce que j'ai fait ici. Je lui ai tout simplement demandé de me faire une liste très détaillée des tâches qu'il doit mener pour comprendre, interpréter et traiter le prompt d'un utilisateur. Le prompt, c'est la demande qu'on va faire à ChatGPT. Et donc, à chaque fois qu'on fait une demande à ChatGPT, eh bien, il la reçoit, il va l'analyser, il va ensuite la traiter en utilisant des algorithmes avancés, comme vous le voyez juste ici. Il va essayer de comprendre ensuite et de gérer le contexte de votre demande. Et donc, derrière, il sera à même d'actionner les bons outils et les bonnes méthodes pour atteindre votre objectif et réaliser la tâche que vous souhaitez qu'il réalise. Le truc, comme vous le voyez en poursuivant la conversation avec ChatGPT et ce que je lui demande juste ici, eh bien c'est que si votre demande est vague, si votre demande est approximative, si votre demande est erronée, eh bien lui derrière, ça va être beaucoup plus complexe pour l'interpréter et la traiter de manière optimale. Et donc, comme vous le voyez là encore à l'écran, le processus qu'il va devoir mener pour traiter votre prompt va nécessiter de son côté plus de ressources par rapport au traitement d'un prompt qui serait clair et bien formulé. Et donc en fait le point crucial il est là. Tout à l'heure quand nous avons demandé à ChatGPT ce qu'il pensait du fait qu'il était devenu débile voire feignant, eh bien en fait il nous a bien répondu à la fin que ses performances dépendaient de la manière dont on l'utilisait et des questions qui lui étaient posées. Et ça, en fait, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que vous allez devoir vous forcer à rédiger des demandes optimisées. Si votre demande est trop vague, si votre demande ressemble à une phrase, à une question posée de manière basique comme vous l'avez à l'écran, les résultats que vous obtiendrez seront de moins en moins performants, car ChatGPT prendra de moins en moins le temps, l'énergie pour interpréter et compléter votre demande. Et donc, en fait, là, j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, qui vous présente une méthode qui s'appelle la méthode RCT pour rédiger des prompts qualitatifs. Donc ça va être vraiment un réel enjeu. Aujourd'hui, vous allez devoir guider de la manière la plus précise possible ChatGPT pour qu'il puisse répondre de manière satisfaisante à votre demande. Il faut voir ça un petit peu comme un sac de billes. J'en parle régulièrement depuis quelques semaines sur la chaîne, mais il faut vraiment que je porte ce message parce que c'est assez parlant et ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous devez bien travailler vos prompts. Si on revient sur le sujet de l'autocomplétion tout à l'heure, vous comprenez bien maintenant qu'en fait, en fonction des mots que vous allez partager à ChatGPT, eh bien lui va pouvoir prédire les mots
qu'il doit vous proposer pour finalement construire la réponse qui va être optimale pour vous. Eh bien, si vous lui faites une demande vague, en fait, vous allez lui demander de piocher dans un sac de billes qui est immense. Et donc, il va devoir mobiliser des ressources pour trouver les bonnes billes, les bons mots à vous présenter dans sa réponse. Et plus il aura le choix aussi dans cet énorme sac de billes, eh bien, plus il aura de chances de taper un petit peu à côté de la plaque et donc de vous apporter des réponses approximatives. Alors que si vous faites des prompts optimisés selon notamment cette méthode RCT, vous allez le guider et donc vous allez lui proposer de piocher dans un sac de billes qui est beaucoup plus restreint. Et donc là, les chances qu'il se plante seront très très limitées. Ça, c'est un réel enjeu. Aujourd'hui, si vous avez des baisses de performance sur ChatGPT, essayez de retravailler vos prompts de manière optimale avec cette méthode ou d'autres. Vous en trouverez beaucoup sur Internet et notamment sur la chaîne et vous verrez des différences de résultats. L'autre point qui va être crucial, et ça c'est notamment un argument qui est présenté par Micode dans sa vidéo, celle que vous avez sous les yeux et qui sera en lien dans la description, c'est qu'il explique qu'il y a encore 6 mois, 1 an, il pouvait demander, comme vous le voyez à l'écran, un script entier du premier coup à ChatGPT et il avait une réponse plus ou moins pertinente, mais il avait en tout cas la réponse du premier coup. Et donc là, il explique qu'aujourd'hui, quand il fait cette demande, eh bien ChatGPT va lui poser des questions ou va passer par des sous-tâches jusqu'à atteindre cet objectif. Et ça aussi, c'est juste normal et c'est lié au manque de ressources que nous évoquons depuis le début de la vidéo. En fait, il y a encore quelques mois, eh bien ChatGPT, quand il recevait une demande comme celle de Micode, il prenait le temps de l'interpréter, il prenait le temps de définir les sous-tâches à mener pour pouvoir atteindre cet objectif, ça mobilisait des ressources, mais il les utilisait parce qu'il en avait à sa disposition, et donc du coup, il était capable de mener cette tâche d'un bloc. Et bien aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Vous allez devoir saucissonner votre process, je le présente généralement comme ça, vous allez devoir diviser bien souvent la tâche que vous souhaitez qu'il réalise en sous-tâches et lui poser des questions, lui faire une demande pour chacune des sous-tâches jusqu'à atteindre votre objectif. Regardez juste là, c'est assez impressionnant. Si vous demandez à ChatGPT de rédiger un article de blog qui va être optimisé pour les moteurs de recherche, pour être bien classé dans les moteurs de recherche, eh bien en fait, il va devoir mener les 10 actions que vous avez sous les yeux. Il y en a quelques-unes qui sont optionnelles, qu'il ne va même pas mener, mais en fait, ce qu'il va faire lors de votre demande, il va rechercher les bons mots-clés, il va définir la structure de l'article, il va intégrer les mots-clés dans les différentes parties de cet article, il va rédiger le contenu, puis ensuite l'optimiser. Et donc ça, avant, il l'aurait peut-être fait parce qu'il aurait eu les ressources pour bien s'organiser et mener les sous-tâches dans le bon ordre et de manière optimale. Aujourd'hui, il ne va pas s'embêter avec tout ça et donc le résultat qu'il va vous proposer sera un résultat, j'allais dire, bâclé qui ne comportera pas toutes les tâches que vous avez ici. Et donc ce que vous allez devoir faire aussi maintenant pour pouvoir tirer profit de ChatGPT, eh bien c'est essayer vraiment de diviser votre action en sous-actions et essayer d'atteindre votre objectif de cette manière. Donc pour un article de blog, vous allez d'abord lui demander un titre, puis ensuite la trame, et ensuite de rédiger l'introduction, les différentes parties de l'article les unes après les autres, puis d'optimiser le résultat final, et là vous aurez un résultat qualitatif. Et donc là vous pouvez vous dire peut-être que du coup, ChatGPT, ça va plus être le gain de temps que c'était avant et ça va être plutôt trop rébarbatif de l'utiliser. Et c'est là que ma formation automatisée ChatGPT entre en compte. Elle est actuellement au prix promotionnel pour une semaine encore. Fin de semaine prochaine, c'est terminé. Elle passera à 399 €, mais pour le moment, vous pouvez en profiter à 99 €. Et dans cette formation, je vous donne toutes les clés pour profiter de ChatGPT, aller plus loin par rapport à toutes les thématiques qu'on aborde dans cette vidéo, mais aussi toutes les clés pour automatiser tout ça, puisque tout ce que je suis en train de vous présenter, eh bien, vous allez pouvoir l'automatiser pour que ChatGPT travaille pour vous pendant que vous faites autre chose. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Cette formation, je vous la mets en lien dans la description. Vous avez tout le programme qui est présenté ici, les avantages, les bénéfices, les avis clients. Bref, allez faire un tour si ça vous intéresse jusqu'à la fin de semaine prochaine au prix de 99 € au lieu de 300
99 €. L'autre problématique qui a été pointée du doigt justement par Micode et Underscore sur les baisses de performance de ChatGPT, l'hypothèse qui a été mise en avant, c'est notamment que les utilisateurs qui utilisent ChatGPT peuvent voter, comme vous le voyez juste ici, ils peuvent dire à ChatGPT si c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Et il y a une théorie qui voudrait qu'en fait on n'est pas assez intelligent pour noter les réponses de ChatGPT et que du coup les feedbacks que nous lui donnons ici, eh bien en fait l'induisent un petit peu en erreur et que du coup, eh bien ce sont nous et nos feedbacks qui finalement participent à la baisse de performance de ChatGPT. Et cette théorie, elle n'est pas complètement folle, elle est même très logique et on pourrait dire qu'OpenAI quand même se penche sur le sujet. Pour ça, je vous ramène à un article, à un travail de recherche qui a été partagé par OpenAI il y a quelques semaines maintenant, vous le voyez, c'était le 14 décembre 2023. Et dans cet article, en fait, ils nous expliquent qu'ils sont en train de travailler un nouveau process d'entraînement des intelligences artificielles qui s'appelle Wake to Strong Generalization, pardonnez-moi pour mon accent approximatif, mais en fait l'idée de cette stratégie, c'est de dire qu'aujourd'hui, eh bien, l'humain n'est peut-être plus suffisamment intelligent pour entraîner les modèles de langage et l'intelligence artificielle et que donc à terme peut-être qu'il faudrait que ce soit des modèles de langage qui entraînent les modèles de langage supérieurs pour pouvoir continuer l'évolution. Et donc là c'est assez marrant de voir ça du côté de chez OpenAI car ça irait aussi dans le sens justement que nos feedbacks à nous et plus globalement l'entraînement géré par les humains n'est plus suffisamment intelligent justement pour participer à l'évolution des modèles GPT-4 et des modèles futurs en termes d'intelligence artificielle. Mais il y a une bonne nouvelle car OpenAI vient d'annoncer qu'il sortait des mises à jour de ces modèles de langage, notamment une mise à jour de GPT-4 Turbo qui semble bien plus performante comme vous le verrez dans cette page qui est à l'écran et qui sera en lien dans la description. Il y a tout un tas d'études et de sources qui sont présentées et qui vous expliqueront un petit peu tout ça. Donc il y a quand même fort à parier que dès maintenant, puisque ces nouveaux modèles de langage et notamment le nouveau GPT-4 Turbo va être implémenté sur ChatGPT, et bien que demain nous commencerons à remarquer finalement une évolution positive des performances de ChatGPT. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc en conclusion de cette vidéo, eh bien j'avais deux choses à vous dire. Confirmez déjà ce que je vous disais en introduction. ChatGPT n'est pas plus stupide ou plus feignant qu'avant, il est juste plus exigeant, il a moins de ressources à consacrer à vos demandes et donc il va privilégier les demandes qui sont optimisées dans le prompt et qui sont optimisées dans le process. Vous allez devoir lui proposer des tâches qu'il peut vraiment mener du premier coup, donc vous allez devoir diviser parfois vos tâches, vos actions en sous-actions pour pouvoir atteindre vos objectifs. ChatGPT devient peut-être une vraie diva, c'est peut-être plus ça qu'on devrait dire et j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi la conclusion qui est faite sur la chaîne Underscore à la fin de la vidéo. Mais vous pourrez aller la voir et me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous n'avez pas encore jeté un œil à tout ça. Et aussi, je termine cette vidéo en disant à Micode, eh bien tout simplement, merci pour tout ce que tu fais car cette vidéo que je viens de vous présenter, elle est incroyable, elle est très intéressante et tout ce que fait Micode depuis des années maintenant sur YouTube et tout ce qu'il fait aussi avec son équipe sur la chaîne Underscore est juste incroyable et ça participe à l'évangélisation de l'informatique et de l'intelligence artificielle en France et ça, on en a clairement besoin. D'ailleurs, vous êtes assez nombreux en commentaire, parfois et même en message privé sur les réseaux sociaux à me demander quand est-ce que je vais faire une vidéo avec Micode. Donc Micode, si tu passes par là ou si ton équipe passe par là, eh bien voilà, n'hésite pas. Si tu souhaites qu'on fasse un truc ensemble, ce sera avec plaisir. J'attends peut-être d'atteindre les 100 000 abonnés. Là, ma communauté va m'aider en s'abonnant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et atteindre cet objectif. Et peut-être qu'on pourra discuter ensemble d'un truc un peu sympa, une discussion comme tu peux le faire parfois sur la chaîne Underscore. Ça sera en tout cas avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura
t'aura donné des éléments pour bien comprendre ce qui se passe du côté de ChatGPT et pour adapter votre pratique pour que vous puissiez continuer de tirer profit de ChatGPT. Moi, très clairement, en utilisant mes techniques de prompt, etc., j'ai pas vu de baisse de performance. Je continue vraiment de bien l'utiliser et d'avoir des réponses qualitatives, mais j'utilise les bonnes fonctionnalités pour mes demandes, j'utilise les bons prompts et forcément, ça fait la différence. Faites vos tests, c'est le mieux pour voir tout ça et vous me direz ce que ça donne pour vous en commentaire. Je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles astuces, des démos, des actus, des tutos, des outils autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. À très bientôt donc. Ciao.